Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau mardi des Bernardins. Bienvenue aussi à ceux qui nous retrouvent sur KTO et ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Et je salue également les spectateurs du Collège des Bernardins, cette si belle salle qui nous accueille tous les mardis. Merci d'être là. Ce soir, nous allons tenter de prendre un peu de recul sur l'actualité. Elle est chargée en ce moment et on va tenter de comprendre en ce moment ce qui se passe. Si j'évoque la manif pour tous, les pigeons, les bonnets rouges, les lycéens, les agriculteurs, la semaine dernière, les enseignants, les maires, le monde du cheval, le monde judiciaire, il y en a beaucoup. On sent une grogne qui monte. Est-ce que on va se demander, est-ce que vraiment on est en temps de grogne? Est-ce que on connaît ce temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est légitime? Voilà, on va voir quelle solution on peut apporter. Enfin, voilà, comment on peut prendre un peu de hauteur aussi pour tout ça. Et Rémi Brague, j'ai envie de vous faire réagir tout de suite. Sur ces questions, je vous présente d'abord en quelques mots Rémi Brague. Vous êtes philosophe, normalien, agrégé de philo et membre de l'Académie catholique de France. Vous avez été lauréat l'année dernière du prix de la Fondation Ratzinger. À ma gauche, Joe Spiegel, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Kingersheim, membre du PS, mais vous m'aviez dit que c'était pas le plus important, et animateur surtout du Pacte civique et cofondateur également d'Esprit civique. À la droite de Rémi Brague, Laurent Bouvet, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et votre activité également est de diriger le think tank Ovipol à la Fondation Jean Jaurès. Et enfin, Philippe de Saint-Germain, à ma gauche. Vous êtes journaliste et directeur de la revue Liberté Politique. Vous nous expliquerez aussi quel est votre objectif, faire revenir quelques valeurs fondatrices de la civilisation judéo-chrétienne, faire revenir la doctrine sociale de l'Église au centre du débat politique. On verra comment c'est possible avec vous. Donc, première question, Rémi Brague. Ces mouvements en ce moment que j'ai cités, est-ce qu'il en manquait peut-être? Mais dites-nous ce que ça vous évoque. Avec quel recul le philosophe peut nous enseigner sur ces mouvements, sur cette grogne? Le recul est à peu près la seule chose que le philosophe puisse vendre, parce que c'est la seule chose qu'il sache faire. Je précise que c'est parce qu'il y a le mot philosophie dans le titre de cette émission que je me suis permis d'accepter votre invitation, dont je vous remercie d'ailleurs. Écoutez, quand j'essaye de regarder ce qui se passe à travers les lunettes du philosophe, et même si je ne suis pas du tout spécialiste de philosophie politique, bon, ça fait un petit peu partie de notre boîte à outils de métier, je pense à la notion de bien commun, qui pendant des siècles a été le principe fondateur de la réflexion politique, en partant de l'idée suivant laquelle, lorsque les êtres humains s'associent, c'est pour chercher un bien commun. Alors, lorsqu'il s'agit d'un homme et d'une femme donc, qui fondent une famille, le bien commun sera l'affection mutuelle, l'aide économique, c'est le sens originaire d'ailleurs du mot économie dans la pensée grecque, ça sera la mise au monde des enfants et leur éducation. Bon, lorsqu'il s'agit d'une cité politique, ça va être un petit peu plus compliqué, mais on va quand même se demander ce qui est bon pour tout le monde. Or, on a l'impression, depuis quelque temps, je ne sais pas si l'on peut dater cela simplement d'hier, d'une perte de vue du bien commun. Et cette perte de vue n'est pas seulement le fait des grognards, si l'on peut le dire, mais on a l'impression que les instances dirigeantes, et je ne pense pas uniquement aux instances politiques de notre pays, se sont mises à penser que il y avait des choses qui étaient bonnes pour certains groupes, mais pas pour d'autres, et donc il fallait que le groupe qui gagne élimine les autres. Alors, pas nécessairement en les passant tous à la guillotine, mais en tout cas en les faisant taire ou en refusant de les écouter. Est-ce que, si je me permets de vous couper pour faire un rapide tour de table, on est d'accord sur ce constat? On est sur une perte du bien commun? Bien sûr. Philippe de Saint-Germain?
Une perte du sens du bien commun, certainement, oui. Laurent Bouvet, c'est peut-être quelque chose sur lequel il aurait fallu s'accorder aussi. Oui, c'est... Bien commun ou sens du bien commun, recherche du bien commun. Le bien commun, on ne le perd pas depuis qu'il y a ces grognes en cascade ou en série. C'est une des caractéristiques qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse de ce qu'on appelle la modernité politique. C'est-à-dire que c'est ce que des bons auteurs comme Max Weber appelaient la guerre des dieux, la guerre des valeurs. C'est-à-dire que nous avons tous, dans la modernité, vocation individuellement à penser le bien, le bon, le juste, le vrai, le beau, etc. etc. Bon. Et donc nous défaire des grandes idées, disons des valeurs qui pouvaient être les valeurs transcendantes, venant de Dieu ou de l'ordre naturel des anciens. On vient d'évoquer ça dans la cité grecque, par exemple. Il y avait aujourd'hui, on est dans un monde, et ça fait quand même un moment que ça dure, évidemment, plusieurs siècles, dans lequel il y a une forme d'individualisation extrêmement poussée et qui devient pathologique. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Et cette pathologie, elle est là aussi, elle a été diagnostiquée depuis longtemps, mais elle devient plus visible et plus prégnante à mesure que non seulement nous ne sommes plus capables dans des cadres qui ont été faits pour ça, je pense, si on se limite à la politique, à la démocratie représentative, des cadres qui ont été faits précisément pour que nous discutions ensemble de nos valeurs, appelons ça comme ça, de nos conceptions du bien, et que l'on se mette d'accord sans qu'on ait la même sur quelque chose de potentiellement, disons, compatible, et qui, même si c'est à minima, en tout cas, qu'on ait ensemble quelques éléments qu'on puisse partager, se mettre d'accord, par exemple, sur le pluralisme, l'acceptation du pluralisme, l'alternance politique, que ça a été évoqué par Rémi Braque. Si quelqu'un gagne, justement, qu'il ne se mette pas à massacrer tout le monde parce qu'il a gagné politiquement. Et donc que la raison du plus fort soit tempérée par des formes de civilisation. Aujourd'hui, ce qui est certainement caractéristique, pas seulement en France, c'est qu'on est non pas sorti de cela, heureusement, mais on est en train sans doute de perdre ce qui a fait le sens de cette possibilité je n'aime pas cette expression, mais tant pis, je l'utilise, elle est totalement galvaudée aujourd'hui, elle veut dire tout et son contraire, mais de cette possibilité d'un vivre ensemble politique. J'attendais le vivre ensemble. Il faut bien que quelqu'un le lise, c'est moi, mais je ne l'aime pas, justement parce qu'elle est galvaudée. Mais on a perdu appelons ça le lien social, ce qui faisait la possibilité, malgré nos différences, malgré le pluralisme de nos conceptions du bien, etc., de pouvoir quand même vivre les uns avec les autres. On l'a perdu, on reviendra sur la manière dont ça s'est concrétisé au niveau politique. Mais Philippe de Saint-Germain, quand Laurent Bouvet parle de l'individualisme qui monte depuis plusieurs siècles, donc on est sur des grandes périodes, et la grogne actuelle, comment faire le lien ? Est-ce que vous y voyez une relation ? Oui, j'aime bien votre réserve sur le vivre ensemble, parce que pour rejoindre ce que disait Rémi Braque tout à l'heure, ce que l'on a perdu aujourd'hui, on parle beaucoup de vivre ensemble et du vivre ensemble. On en a fait un concept axiologique vertueux, alors que vivre ensemble, bon, c'est peut-être se supporter les uns les autres. Bon, selon un processus, des procédures, des règlements, ça n'a rien de constructif, de positif et d'humain. Pour ne pas dire de conforme à la dignité de la personne humaine. En revanche, la grande tradition politique classique voulait construire une société sur le bien-vivre, sur la conception du bien-vivre ensemble, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Alors, pour répondre à votre question, moi, il me semble que aujourd'hui, on est devant deux systèmes de pensée, deux systèmes d'organisation de la vie politique, deux offres politiques, qui se renvoient la balle au gré des alternances, mais qui, au fond, se rapprochent aujourd'hui dans leurs limites. On a à la fois le système libéral-libertaire qui a
exalter l'individu au point de rendre finalement toute chose, toute valeur égale et sans différence. On ne sait plus maintenant quelles sont les limites à poser pour le bien vivre ensemble. Et puis on a aussi le système socialiste de l'État-providence qui a confié à l'État la résolution de tous nos problèmes, avec pour mission d'éradiquer la misère à tout prix, et au point de mécontenter tout le monde parce que l'État n'y arrive pas. Et donc nous avons deux limites, deux systèmes finalement a priori complémentaires ou quelquefois contradictoires pour certains, et qui arrivent au bout. Et on cumule maintenant les limites, et donc plus personne n'est content. Donc C'est il y a un vrai intéressant. problème. On peut demander à Joe Spiegel ce qu'il en pense. Est-ce que c'est pas l'illustration de votre parcours? D'une certaine manière, l'analyse que je fais de la situation, c'est que Votre parcours de vous qui était jeune militant, exalté, je crois, Ouais. et aujourd'hui élu, vous êtes le seul élu de cette table, avec les vrais... J'aime dire que la démocratie est une épreuve. Donc j'ai vécu cette épreuve démocratique, qui se traduit peut-être, les catholiques peuvent comprendre, une forme de conversion. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que déjà les choses allaient changer d'en haut. Et on voit bien combien aujourd'hui les limites d'une démocratie de représentation qui est en crise, et l'absence d'ingénierie démocratique qui permet aux citoyens de s'exprimer, non pas par l'addition des envies, mais parce qu'on ne sait pas faire en France, c'est-à-dire la coproduction autour de la table, l'ensemble des ressources démocratiques. Et je pense que au cœur de la crise systémique, il y a la crise de la démocratie. Moi, je l'ai senti progressivement. Je suis élu depuis 89 dans une commune de 12 000, aujourd'hui 13 000 habitants. Et j'ai noté trois choses. La première, c'est qu'il y a une force incroyable au sein de la société qui s'appelle la peur. C'est impressionnant. La peur du changement, la peur de soi-même, la peur de l'autre. Et quand Jean-Paul II disait « n'ayez pas peur », il a touché du bois ce qu'il faut dire. N'ayons pas peur. Le deuxième élément, c'est un système qui traverse la société dans sa pratique quotidienne qui s'appelle l'individualisme. Non pas l'individualité qui est une conquête de la liberté, mais l'individualisme comme un système dont Emmanuel Moudine disait qu'il nous rend étrangers à nous-mêmes et étrangers aux autres. Et ça se traduit par la déclinaison au niveau social des corporatismes, des particularismes, des communautarismes, au fond à chacun son bonnet, et c'est le moi d'abord, tout et tout de suite. Et c'est le délitement du pacte républicain, et c'est le délitement du lien social, et c'est le déminement du bien commun dans lequel nous sommes au service. Et cette question m'interpelle et me heurte très souvent. Mais c'est aussi la faute des politiques. Parce qu'à force d'être dans un pouvoir sûr et dans des décisions descendantes, vous ne pouvez récolter que la révolte ascendante. Donc, je plaide pour moi pour un nouvel âge démocratique. Et j'essaie de le mettre en place dans ma commune parce que je pense que l'échelon local et territorial est une chance de construction d'un nouvel âge démocratique. Parce que je pense que la démocratie providentielle, qui consiste à faire l'alliance entre l'élu considéré comme un magicien et l'électeur considéré comme un client, ça a pu marcher pendant les 30 Glorieuses, quand il y a de la croissance, du grain à moudre. Mais quand il faut se réveiller en disant on ne peut plus continuer à jeter sur la tête de nos enfants la dette écologique, la dette sociale, la dette financière, et que ça suffit, on ne peut plus continuer comme ça, alors il y a l'effort sur la table. Et comme on était habitué à l'assistanat civique, je décide en haut, il n'y a qu'un faucon à la base, on est dans une crise totale de la démocratie. Et donc, j'ai considéré que dans ma commune, il faut réfléchir. Alors je le dis, ce n'est pas un exemple, mais en tout cas, c'est un chemin. Et moi, je trouve que la démocratie, c'est cheminer. Moi, je trouve que s'il y a un verbe d'action qui veut dire être dans la démocratie, c'est cheminer. D'ailleurs, vous observez, les mots de la Bible, c'est un peu ça. Hein, les moments importants, c'est l'Exode, va et marche. Et en gros, c'est ça. Et c'est mettre en fait, et lorsque nous avons lancé en 2004 les états généraux permanents de la démocratie, nous avons voulu dire que la démocratie n'est pas au sens du verbe être, qu'elle est naissance, qu'elle naît au sens de la naissance. À chaque fois qu'il y a un projet à mettre en œuvre, à mettre en agenda, il faut mettre en œuvre une grammaire exigeante. J'aime bien parler d'exigence démocratique. D'abord, se mettre à l'écoute, informer, débattre, retrouver le sens du débat. Pas seulement les politiciens le soir à la télévision, qui s'en foutent plein la tronche et qui donnent de l'image de politique une image déplorable. Ensuite, élaborer, c'est ce qu'on ne sait pas faire ensemble. Co-élaborer, coproduire, et ensuite s'impliquer. C'est-à-dire que la décision politique n'est pas la seule décision dans l'espace public. Et en fait, Hannah Arendt, qui est le philosophe de la responsabilité, disait bien « Qu'en est-il de la responsabilité, de notre responsabilité dans l'espace public ?» Et donc, nous avons mis en place ces états généraux et nous avons construit un lieu qui s'appelle la Maison de la Citoyenneté, qui est à la démocratie ce que la forge est au forgeron. Et je reviendrai plus tard sur
une séquence démocratique que j'appelle exigeante, c'est-à-dire pour chaque projet, nous mettons en place un conseil participatif qui associe autour de la table des gens qui s'ignorent, qui s'indiffèrent et qui s'affrontent pour coproduire ensemble ce qui est le bien commun. On va reprendre ces Et idées-là, cette question justement. du bien commun doit être centrale dans l'agir public. On va reprendre ces idées avec Laurent Bouvet, parce qu'au niveau politique, les conseils participatifs, ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus. Mais avant, Rémi Brague, sur ce petit tour de table que vous avez lancé avec la notion de bien commun, est-ce que la peur, est-ce que l'individualisme, ce serait les deux raisons de cette perte de vue du bien commun? C'est Qu'est-ce que possible. vous ajouteriez à Je ça? crois qu'il faudrait déjà regarder de plus près ce qui se passe avant de risquer un diagnostic et évidemment une proposition de traitement. Je crois qu'il est déjà très intéressant que l'on ait parlé tout à l'heure de vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, c'est ce que font des vaches dans un champ. C'est un exemple, finalement, on se justement. supporte. C'est l'exemple qui est utilisé par Aristote lui-même pour distinguer justement la vie politique qui concerne des êtres humains qui se parlent, qui échangent, excusez le gros mot, qui dialoguent, et qui ne se contentent pas d'être côte à côte en train de brouter chacun son petit morceau de pré. Ce qui serait d'ailleurs une assez jolie définition de l'individualisme. J'ai mon herbe, tu as ton herbe, et puis bon, je me fiche pas mal de ce qui t'arrive. Eh bien, je crois que le mot même de grogne, si on regarde bien ce que ça veut dire, traduit bien cette impossibilité, ou ce sentiment d'impossibilité en tout cas, de se faire entendre. Parce que grogner, c'est émettre des bruits qui n'ont pas de sens. Ça ne veut rien dire, grogner, en soi. Enfin, comment dire, c'est une onomatopée, n'est-ce pas? Bon. Alors, la difficulté que je sens, peut-être du haut d'une certaine tour d'ivoire, mais justement, en haut de la tour, on voit peut-être un peu mieux aussi. C'est que on a l'impression que certaines choses qui sont dites dans la société ne sont tout simplement pas écoutées. Bon. Vous avez parlé tout à l'heure de la manif pour tous. Là, on a quand même un exemple assez joli d'un mouvement qui a réussi quand même à mobiliser pas mal de monde et qui n'a été pas écouté, enfin, qui n'a, je veux dire, les cris plus ou moins articulés qui en venaient. Certains étaient très articulés, d'autres étaient, à la limite, justement, du grognement. On a l'impression qu'ils se sont heurtés, non même pas à de la résistance, mais plutôt à ce qui se passe lorsque l'on tape dans un oreiller. Enfin, ça ne fait pas de bruit, enfin, c'est étouffé, rien ne se passe, rien ne bouge. Alors je crois que il y a un problème de surdité chez les gens qui prennent les décisions. J'ai pris cet exemple parce que il était particulièrement vif et parce que au moment où les autres mouvements se sont déployés, j'étais tout simplement pas en France, donc je n'ai pas pu voir ça de première main. Si on prend l'exemple des mouvements de cet automne, il y en a plusieurs qui ont été écoutés pour le coup. Alors justement, il serait intéressant de se demander quels sont ceux que l'on écoute et quels sont ceux que l'on ne veut pas écouter. Et selon quels critères. Bon, alors comment ça nous fait revenir au bien commun et à cette peur et cet individualisme qui serait à l'origine de cette perte de sens du bien commun? À partir du moment où vous pensez qu'il n'y a pas de bien commun, et où donc chacun doit lutter contre les autres, où chacun doit considérer qu'il y a quelque part des méchants qui veulent lui refuser ce qu'il ou elle, ce à quoi il ou elle a droit, eh bien dans ce cas-là, la réaction normale, c'est celle de la peur, justement, puisque l'individu est nécessairement moins nombreux que la foule. Il y a, dans un récit de Dostoïevski, il y a quelqu'un qui n'a pas toute sa tête d'ailleurs et qui dit c'est dégoûtant, c'est pas juste. Eux, ils sont tous et moi je suis tout seul.
Alors eux, c'est évidemment tous les autres. La réaction dans ce cas-là ne peut être qu'une réaction de peur. Et je dirais même que, en me faisant un peu l'avocat du diable, si c'est comme ça, la peur est une réaction tout à fait rationnelle. Laurent Bouvet, sur ces questions entre tout ce que Joe Spiegel évoquait comme démocratie participative. Non, c'était quelle est la notion dont vous parliez, vous avez mis en place D'élaboration. Les conseils participatifs. Oui. Est-ce que ça peut être un rempart à cette peur, à cette absence de dialogue? Alors c'est une des voies qui est explorée depuis maintenant un certain nombre d'années par de nombreuses collectivités politiques, très largement, pas seulement en France, pour faire pièce à ce qu'on appelle la crise de la démocratie représentative, c'est-à-dire d'un éloignement des représentants et des représentés, pour différentes raisons. Et en particulier, on peut en évoquer deux. L'éloignement vient certainement de la complexification, de la plus grande difficulté qu'il y a à gouverner aujourd'hui, parce que, pour des raisons à la fois de développement de l'économie, de financiarisation, comme on dit, du capitalisme, des questions techniques et scientifiques plus difficiles à traiter. Donc les gouvernants, ceux qui ont la charge du gouvernement en démocratie, sont devenus, moins efficaces, pour le dire simplement. Enfin, l'exemple de Joe Spiegel nous montre le contraire. Il fait il est toujours en contact avec ses... Je ne suis pas sûr que, par exemple, pour un maire, enfin, l'élu qui est sur ce plateau pourra le dire mieux, mais par exemple, en termes de responsabilité, la fonction de maire est devenue beaucoup plus difficile qu'auparavant. Aujourd'hui, compte tenu des différentes du développement justement d'une forme de principe de précaution généralisé ou d'appel au principe de précaution généralisé face aux risques. Donc là, vous confirmez, c'est vrai. Vous faites plus attention. Oui, mais raison de plus d'associer les gens à la complexité de l'action publique. Donc, la crise de la représentation, c'est à la fois donc cette très grande complexité, ce problème de responsabilité de plus en plus difficile à gérer des gouvernants. Le deuxième élément de cette crise de la représentation, c'est, et là j'utiliserai un autre registre de vocabulaire, c'est la distance entre le peuple et l'élite, qui est le registre du populisme. Et que je synthétiserai, si on veut, que je résumerai plus exactement sous cette formule. Aujourd'hui, à la fois un sentiment et une réalité très mêlée, c'est compliqué, il faudrait rentrer dans le détail, mais l'idée que l'élite, face justement à cette complexité, s'abstrait et abstrait les siens, notamment ses enfants, je parle par exemple de l'école, des règles, des normes qu'elle exige avec dureté du peuple. Et ce phénomène-là, alors, pas toute l'élite, il faudrait préciser. Oui, on n'est pas dans la surdité dont parlait Rémi Brague. Ça fait partie. Ouais. C'est un des symptômes. On ne veut pas écouter parce que ça remettrait en cause un pouvoir, etc. Donc, cette distanciation se fait parce que, alors, soit sentiment, soit réalité. Encore une fois, là, c'est une généralité que je fais. Je n'aime pas beaucoup ça là non plus, mais pour la clarté du débat, qu'il y a une distance et qu'il y a deux mondes qui se créent, un en haut, un en bas. Et qu'il n'y a plus de mobilité, il n'y a plus d'échange, et que le simulacre démocratique de l'élection, des partis politiques, des formes traditionnelles de la représentation, ne suffit pas, parce que c'est un simulacre, est devenu un simulacre. Donc ça, c'est la crise de la représentation. Face à cela, il y a de nombreuses initiatives, telles que celles qui nous étaient présentées tout à l'heure, de ce qu'on appelle de manière très générale la démocratie participative. Il faudrait élargir, parler de délibération également, mais bref, la démocratie participative, avec des conseils de quartier, des conseils participatifs, des référendums d'initiative populaire, des budgets participatifs dans certaines collectivités. Tout cela s'est énormément développé. C'est le cas partout dans le monde.
On a beaucoup parlé dans les années 2000, au début du mouvement altermondialiste de Porto Alegre, et qui a été une ville qui a été en partie gérée sur ses principes, une des plus grosses premières villes qui a été gérée sur ses principes. C'est le cas aussi aux États-Unis, par exemple, pour quelques cas que je connais. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Angleterre. Il y a des choses aussi comme ça en Italie. Bref, ça se fait dans de nombreuses démocraties, dans des systèmes assez différents les uns des autres. C'est une tentative de répondre à cette crise de la représentation. Et j'irai dans le sens de ce que disait Rémi Braque tout à l'heure. Ça ne suffit pas, et ça ne suffira jamais. Car il y a derrière, plus qu'un régime politique et une crise de régime politique, de type de régime, il y a une crise sociale au sens le plus profond, une crise du lien social, de ce qui fait que, précisément, non pas nous vivons ensemble, mais nous sommes, et pourquoi nous sommes ensemble, qu'est-ce que faire, alors non. Une autre expression que je n'aime pas beaucoup, mais décidément, c'est plus facile. Qu'est-ce que faire société ? Vous voyez, une expression qu'on emploie beaucoup chez les sociologues, chez certains sociologues. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ce lien-là, ce lien spécifique, qui n'est plus et qui ne peut plus être, pour les raisons qu'on a évoquées, celui de la cité grecque, qui était un lien d'exigence dans un monde où l'organisation était donnée par l'extérieur, où on était une partie d'un tout. Là, aujourd'hui, l'exigence d'un tel monde est, il me semble, inaccessible. Et donc, nous sommes assez dépourvus. C'est l'individu moderne qui est à la fois celui qui s'émancipe de tous ces ordres qui lui étaient imposés, aussi bien sociaux que cosmogoniques, etc., divins, mais en même temps, cet individu, il est bien entendu seul face à lui-même. Hein, c'est la question très classique. Et aujourd'hui, on est parce qu'il y a eu un certain nombre d'événements historiques, le XXe siècle tragique, parce qu'il y a eu des progrès économiques, scientifiques qui ont participé de l'émancipation matérielle de beaucoup de masses d'hommes de plus en plus importantes. On est dans un moment de crise, précisément au sens propre du terme, c'est-à-dire de transition, un moment où le fléau de la balance peut passer d'un côté ou de l'autre. C'est étonnant à vous écouter, sachant que vous êtes de bords politiques différents, sachant que vous avez des reculs différents en fonction de vos actions et de vos réflexions. Et pourtant, vous êtes d'accord sur les symptômes, vous faites à peu près tous le même constat, cette perte du sens du bien commun et le côté où on est un peu dépourvu. On peut essayer maintenant de voir comment on peut agir. Est-ce que Philippe de Saint-Germain, ce qu'a cité Joe Spiegel tout à l'heure, est-ce que le n'ayez pas peur, est-ce que c'est le début d'une réponse pour retrouver ce sens du bien commun, cette volonté de pas vivre ensemble, mais au moins éviter de vivre comme des troupeaux de vaches. C'est ce que disait aussi, c'est ce qu'avait dit Jean-Paul II quand il était venu en France, c'est ce que disait aussi Léon Blum lors du dernier congrès de la SFIO auquel il a participé en revenant de captivité au lendemain de la guerre. Il avait commencé son discours par n'ayez pas peur, camarades. Donc Jean-Paul II avait de bonnes références. À plagier Léon Blum. Il a ses sources. Mais on l'a aussi dans l'Évangile. Hein, oui. Alors justement, essayez de le raccrocher dans une perspective chrétienne. Dans une perspective chrétienne, moi, en vous écoutant, et notamment vous, monsieur le maire, je pensais à l'intervention du pape François pendant les JMJ, là, cet été, en s'adressant en particulier au monde politique brésilien. Il s'est interrogé avec eux sur la responsabilité de l'homme politique, et en déployant des thèmes qui reviennent souvent dans sa pensée, qu'on ne connaît pas encore en tant que pape, mais comme cardinal primat de l'Argentine, il s'est adressé quand même souvent au monde politique. Et il a évoqué cette responsabilité en disant que l'homme politique... Alors là, il a repris une image d'un poète argentin dont j'ai perdu le nom, en disant que l'homme politique avait une vocation, celui de guider son peuple, en lui montrant au fond ce qui était bien, ce qui était mal. Ça, c'est une grande tradition de politique, du monde judéo-chrétien. L'homme politique, c'est un guide. C'est pas simplement un organisateur, y compris un organisateur du débat, du dialogue, de l'organisation de la société. C'est un guide. Il me semble qu'un des grands problèmes aujourd'hui du monde politique, c'est qu'il a renoncé à cette responsabilité d'éclairer les consciences. Et donc,
le pape François disait, voilà, l'homme politique, c'est, comme le dit le poète, celui qui éclaire les autres avec le calme droit de celui qui sait où chercher la vérité. 3 aspects de cette responsabilité. D'abord, redonner à son peuple, aux citoyens, le goût et l'enracinement dans la culture qui fait l'unité de la communauté. La culture, ça c'est un axe aussi très, très puissant dans la pensée politique de Jean-Paul II et de Benoît XVI aussi d'ailleurs. La culture. Deuxièmement, c'est plus classique, la responsabilité solidaire. On est responsable, mais au service des autres. On est au service des autres, mais comment dans la recherche de la compétence. Et troisièmement, il donnait trois techniques à mettre en œuvre pour progresser. Premièrement, le dialogue. Deuxièmement, le dialogue. Et troisièmement, le dialogue. Ça, c'est un discours très prégnant aussi chez le pape François. Et je termine là cette allusion au pape François en disant que ça c'est plus récemment, il a dit qu'il y avait deux obstacles majeurs à la construction d'une société. C'est quand même assez fort et ça peut nous faire réfléchir. C'est le pouvoir comme pensée unique et deuxièmement le relativisme culturel qui divise. Et il me semble qu'on ne pourra pas reconstruire la société, ou enfin se mettre au service du bien commun, sans donner le sens du bien et de ce que nous avons en commun. Et ça passe par une espèce d'offensive généralisée contre les méfaits du relativisme. Ça, je parle sous le contrôle du philosophe. Alors justement, monsieur le philosophe, ça c'est un discours qu'on connaît, qui est celui de l'Église, mais est-ce qu'il se confronte pas confessionnel, pardon, qui... Oui, non, d'ailleurs, oui. Mais est-ce qu'il n'est pas confronté à une époque aujourd'hui qui est complètement contraire à tout ça, qui est plus du tout adapté à ce discours? Est-ce qu'il est encore recevable aujourd'hui? Écoutez, je voudrais commencer par prendre à nouveau un petit peu de recul, mais pas de recul philosophique, plutôt un petit recul historique, pour dire que finalement, nous avons en France un problème que d'autres pays n'ont pas. C'est que nous sommes un peuple qui a goûté le sang. Et c'est un liquide tout à fait particulier, comme dit le diable dans le Faust de Goethe. C'est un liquide dont on ne perd pas si facilement le goût. Je veux dire par là que l'histoire de la France, depuis la Révolution jusqu'à, en gros, l'épuration, est l'histoire d'une sorte de longue guerre civile, plus ou moins larvée, parfois pas larvée du tout, mais éclatant. Je ne sais pas, je pense à la terreur, je pense à la terreur blanche au moment de la Restauration, je pense aux journées de juin en 48, je pense au coup d'État de 51, qui était quand même assez sanglant, je pense à la Commune, je pense à tout ce qui s'est passé en 1905, qui n'a pas toujours été très sympathique. Alors je pense là aussi à l'épuration. Je veux dire que nous avons, si je puis dire, en tant que Français, un handicap. C'est que, à la différence par exemple de l'Espagne, dans laquelle la guerre civile a été un épisode, mais qui n'a pas été fondateur de la légitimité de la monarchie espagnole, bien au contraire, notre passage nécessaire et très positif de l'Ancien Régime à la modernité, ce passage s'est accompagné au prix d'une exclusion réelle ou imaginaire d'un certain nombre de méchants. Au moment du coup d'État de 1851, sur les affiches blanches qui l'annonçaient, il y avait que les bons se rassurent et que les méchants tremblent. Eh bien, nous avons, disons, dans notre ADN politique, l'idée suivant laquelle il y a des gens avec lesquels on ne peut pas dialoguer. Dialoguer, c'est très bien, mais enfin bon, parce que ce sont des méchants et qu'il ne faut donc pas les écouter, qu'il ne faut pas leur donner satisfaction, qu'il faut de toute façon, sinon les envoyer, je ne sais pas, au goulag, en tout cas les enfermer mettre autour d'eux une sorte de cordon sanitaire.
Je demande juste à Joe Spiegel s'il partage cet ADN politique. C'est-à-dire Cette histoire, est-ce que vous la voyez comme ça, comme fondatrice de notre époque aujourd'hui en France? On peut en discuter. D'accord. Pardon, On on a peut du droit de continuer. Je ne dis pas je ne dis pas qu'il n'y a que ça, si vous voulez, mais je dis que il y a assez souvent, chez pas mal de gens, l'idée suivant laquelle la discussion ne porte pas sur des intérêts qui ne sont pas nécessairement partagés, mais dont chacun pense qu'il doit pouvoir en sacrifier une partie au profit du bien commun, mais elle se passe souvent entre gens qui pensent qu'ils sont les bons et que les autres sont donc les méchants. Alors ce ne sont jamais évidemment les mêmes, on se renvoie ce genre de nom d'oiseau, mais il y a ce modèle, je crois, qui nous paralyse. Alors comment en sortir? Bon, ça c'est évidemment beaucoup plus difficile, même de donner une réponse, qu'elle soit utopique. Bon, comment surmonter la peur? Comment redécouvrir qu'il y a peut-être justement quelque chose qui serait un bien commun? Je me demande s'il ne faudrait pas, pour cela, se poser la question du bien à un niveau finalement plus élevé encore que celui de la politique, où il s'agit de chercher le moins mauvais compromis possible entre des intérêts qui sont au moins en partie conflictuels. Il faudrait peut-être se demander, est-il bon qu'il existe des nations? Et à la limite, est-il bon qu'il existe des hommes, qu'il existe un genre humain sur cette terre? Je me demande si l'on fait vraiment si l'on fait totalement l'économie de cette question, on va être obligé d'en rester à la recherche du vivre ensemble, c'est-à-dire à la comment dire, non pas à la paix, mais au fait de paître, comme les vaches auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, de paître ensemble, chacun dans son petit coin, n'écoutant pas les autres, parce que pensant que les autres n'ont rien à lui dire. Bon, je laisse réagir qui en premier? Laurent Bouvet sur le sens de l'action politique, parce que c'est ça que Rémi Braque questionne. Oui, Ou Joe Spiegel sur votre action quotidienne aussi. C'est un peu dur, Rémi Braque. Cette question, si je prends l'exemple qui a été évoqué des nations, si on se pose la question, effectivement, si on en vient au fond et qu'on se dit est-ce qu'il est bien ou non qu'il existe des nations, vous aurez aujourd'hui des gens qui diront c'est bien qu'il existe des nations parce que la nation c'est une histoire commune. D'autres diront même c'est beaucoup plus qu'une histoire, ce sont des racines culturelles, c'est une langue, c'est une appartenance, pourquoi pas un sang commun, la nation de Milan, la France de Milan. Bon. D'autres diront la nation c'est très bien, pas pour les mêmes raisons, ils diront la nation c'est Valmy, vive la nation, où on remplace le peuple, le roi par le peuple comme souverain national et bientôt le souverain politique. Ils diront c'est le lieu de la démocratie, la nation. Il n'y a pas eu d'autre lieu, la démocratie, et pour la démocratie que la nation. C'est le lieu de la solidarité à l'état de millions d'habitants sur un territoire commun, au-delà des solidarités familiales, villageoises, claniques, tribales, etc. La nation, c'est le lieu de la solidarité nationale, de l'État-providence, de l'État social, etc., qui fait que... Bon. Donc d'autres défendront. Et puis d'autres diront, mais la nation, c'est la guerre, car la nation, c'est le nationalisme. La nation, c'est l'exaltation du « eux » contre le « nous ». La nation, c'est les millions de morts dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. La nation, c'est l'extermination de ceux qui n'en font pas partie pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc, essayez de construire, mon propos c'est ça, essayez de construire un bien commun en commençant par poser des questions auxquelles des réponses aussi radicales, aussi radicalement différentes, aussi irréconciliables que celles-ci seront apportées, c'est ce
se diriger, non pas vers une solution, mais vers un problème plus grand encore. Donc vous préférez Non, éluder ces non, questions. alors voilà, justement. Ma solution, rapidement, pardon. Mais c'est surtout de ne pas mettre les sujets sous le tapis. Donc c'est dialogue, donc par les Alors, Philippe de Saint-Germain. Dialogue, mais par exemple, sur cette question nationale, si on revient à des choses politiques dans notre passé récent, on a vu par exemple que sur le traité constitutionnel européen, comme ça avait été le cas quelques années avant sur le traité de Maastricht pour la construction européenne, construction post-nationale qui nie les nations, eh bien, il y a eu, alors ça avait été oui à Maastricht de peu, et puis ça a été non au traité constitutionnel européen. Le peuple vote pour un référendum et dit oui à un moment et non à un autre. Il y a un débat qui prend une forme politique. Et il y a une réponse qui est donnée, qui est on ne veut pas du traité, je prends le traité constitutionnel européen en 2005. Il y a un non. Et là, le peuple s'est exprimé dans un cadre démocratique, un cadre direct, un référendum. Chacun prend son bulletin, oui ou non, et dit « moi, je ne veux pas ça ». Peu importe les raisons pour lesquelles il refuse ou il accepte, il dit voilà. À l'issue de cela, normalement, la démocratie continuerait de fonctionner comme le cadre d'élaboration d'un projet commun, je ne dis pas d'un bien, d'un projet commun, d'un projet politique commun. Eh bien, nous aurions une Europe qui se serait arrêtée à ce moment-là, on aurait remis à plat la question du fonctionnement européen et on serait parti sur autre chose. Au lieu de quoi, et je reprends mon vocabulaire populiste, au lieu de quoi les élites, cette fois je les mets au pluriel, européennes, et dans chaque pays, ont fait comme si ce nom n'avait pas existé, ont bricolé un traité qu'on a fait passer par les parlements, par les représentants, qui ne contient pas l'ensemble du traité constitutionnel, mais la partie essentielle qui continue de maintenir les mêmes politiques qui sont systématiquement refusées désormais. On le voit dans toutes les enquêtes, ce n'est pas un sondage parmi d'autres, parce que la valeur des sondages n'est pas très forte, mais ce sont des enquêtes régulières dans tous les pays. L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est dans sa construction post-nationale, est rejetée. Donc c'est une manière, j'y reviens, de s'interroger pratiquement sur cette question nationale sans risquer d'avoir une forme d'impossibilité, car évidemment, si on tire aussi haut dans l'exigence à laquelle nous appelle Rémi Brague, on aura une déperdition en ligne considérable. Alors que là, sur des questions politiques, qui sont des questions kitchen table issues, disent les Anglais, c'est-à-dire des questions de la table de la cuisine, des questions dont on discute le soir. Qu'est-ce que l'Europe nous a apporté? Est-ce qu'elle nous a apporté une amélioration de nos conditions ou davantage de problèmes, de chômage? Ça peut être la question des frontières de l'Europe par rapport à l'immigration, ça peut être la monnaie, ça peut être tout un ensemble de questions. Là, on est sur la discussion, la délibération permanente autour de cette question nationale qui est en quelque sorte réalisée dans son concret. Et on voit bien qu'on touche à la question effectivement aussi de la représentation qui, pour décider que lorsque on a dit un moment non dans un processus, eh bien on vous demande de revoter, comme ça a été le cas, on a demandé aux Irlandais, on a demandé aux Néerlandais de revoter à plusieurs reprises. Bon, eh bien là, les élites ont décidé de refaire le traité, de refaire le match dans leur coin sur le tapis vert. Alors, voilà des problèmes concrets et des questions, disons, qu'on peut aborder plus politiquement, plus concrètement, même si c'est effectivement moins exigeant philosophiquement, j'en conviens aisément. Est-ce qu'on peut les aborder vraiment, ces questions, au niveau local? Oui, peut-être. Oui, mais je vais prendre des considérations plus générales. Moi, mon entrée aujourd'hui, c'est pas la question de l'organisation des pouvoirs. On pourra débattre longuement. Et d'ailleurs, on pourrait débattre sur la pertinence des territoires. Est-ce que c'est au niveau territorial vécu par les habitants? Est-ce que c'est le département, la région, l'État, l'Europe? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, en tant que chrétien engagé dans la vie publique, c'est de partir de deux points qui me paraissent centrales. C'est la personne, en relation avec elle-même, en relation avec les autres, avec ce qui la dépasse. Et je pense que là, on touche l'impensée démocratique de la transcendance, tirer vers l'avant et tirer vers le haut. Et en même temps, la question du bien commun. Quand on porte ces deux choses-là, quelle que soit l'échelle de responsabilité, on doit avoir en soi une utopie qui, avant d'être républicaine, est une utopie chrétienne. Je veux parler de la fraternité, qui est au cœur du vivre ensemble, qui est le moteur du vivre ensemble. Et quand je parle de démocratie, ce n'est pas une technique pour moi, c'est une exigence. Et moi, mon utopie pour ma commune, c'est une ville fraternelle. Alors, c'est peut-être une utopie, mais je pense qu'un élu doit être capable de rêver son monde, d'avoir une vision, d'être capable de s'indigner et en même temps capable de s'engager.
C'est le sens de la maison de la citoyenneté. Ce n'est pas une baraque comme ça parce qu'on va y délibérer. C'est d'abord 3 fonctions de la démocratie. C'est bien sûr la décision. C'est là nous prenons la décision en tant qu'élus parce que nous sommes portés par le suffrage universel. Mais en amont de la décision, il y a la délibération. Et combien de fois prenons-nous des décisions sans délibérer, sans coproduire, sans réfléchir ensemble, sans partager? Et puis en amont, il y a le débat. On ne sait plus débattre en France. Donc il y a les 3 fonctions, et elles fonctionnent tout le temps dans ces maisons de citoyenneté. Deuxième élément, c'est 3 ressources démocratiques. Celle de l'élu, de l'habitant, de l'expert, de l'habitant, de l'association, de l'entreprise. Et souvent, quand vous mettez autour de la table des gens qui d'habitude s'ignorent, vous voyez la capacité non pas de se complaire dans des antagonismes de bas étage ou infantiles, mais dans la fertilisation des points de vue. Et le 3e élément que j'emprunte à Jean-Baptiste de Foucault, qui est président de Démocratie, Citoyenneté et Spiritualité, dans lequel je milite aussi, et je trouve assez bien par rapport à la démocratie, au fond, nous avons en nous, et dans l'espace public, particulièrement en France, 3 cultures qui nous habitent. La culture de l'indignation ou de la résistance, la culture de l'utopie ou du rêve, et la culture de l'engagement et de la régulation. Je trouve qu'on arrive aux bonnes décisions quand on arrive à fertiliser ces 3 cultures. Et souvent, quand les gens viennent à la maison de citoyenneté, ils viennent soit avec une barre de rêve, sans connaître le principe de réalité. Ils viennent avec la révolte parce que moi d'abord, etc. Et puis l'élu, quand il est que sur son tête sur le guidon, il est juste dans la petite gestion. Or, je pense que si on arrive à fertiliser ces trois attitudes, ces 3 potentiel démocratique, ressources démocratiques, on avance. Et c'est à partir de cela que dans cette maison-là, nous systématisons les conseils participatifs, qui ne sont pas des conseils consultatifs, ni des conseils de quartier. C'est qu'à chaque fois qu'on met en agenda un projet, on met autour de la table les gens pour coproduire de l'intelligence. Et cette phase décisive est fondamentale. C'est la phase de la réflexion, de la maturation, de la coproduction, qui permet à nous, élus, de prendre une décision comme on prend un fruit mûr. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a 3 valeurs fortes de la démocratie. D'abord, la première valeur que je revendique, c'est que la démocratie doit être lente, c'est-à-dire prendre le temps d'aller au fond du sujet. Combien de fois voit-on le ministre déplacer avec l'avion quand il y a un problème dans d'autres coins de la France, sans rien faire que d'être simplement présent, d'être simplement un instrument de l'opinion publique? Mais c'est affligeant de montrer cette idée. La démocratie doit être lente, rentrer au fond du sujet, prendre en compte les 3 éléments de l'agir public, qui ne sont pas ceux de l'agir privé. C'est d'une part la complexité. Chaque sujet est complexe. Et tous ceux qui disent que la vie est simple, simpliste, nous amènent au populisme. C'est la question de l'altérité. Quand je viens à la maison de citoyenneté, ce n'est pas pour ma pomme, c'est pour quelque chose qui nous dépasse. Et c'est une démocratie interactive, c'est-à-dire en permanence faire des allers et retours construits entre les élus, les habitants, les experts, entre l'indignation, la culture, l'engagement. Et donc, pour moi, c'est une dimension qui est très importante, mais qui ramène à une autre question de l'engagement et du sens de l'engagement. Nous vivons dans une société totalement déficit de sens. Souvent, quand je demande à mes adjoints de travailler sur un projet sur lequel que nous avons inscrit le contrat municipal, on vient avec des enjeux, des budgets, des programmes, jamais le sens. Et on confond le sens avec les enjeux. Le sens, c'est pour qui, pourquoi et pourquoi en 2 mots. Et cette question doit être posée à tous ceux qui s'engagent. C'est la question du rapport modeste-pouvoir. Et ça se fait autant dans les petits matins de doute que dans les soirs d'élection. Et je pense qu'il faut qu'on gagne en modestie en France. Il faut qu'on gagne en modestie. C'est à partir de cela que nous avons construit un livre à quelques voix qui s'appelle « Faire renaître la démocratie », qui se traduit d'abord par des changements de pratiques. C'est ce qu'on essaie de faire dans ma commune. Par une refondation de la citoyenneté, par une ouverture, une rénovation de l'engagement politique, le non-cumul des mandats, et par une organisation des pouvoirs qui ne soit pas opaque. Les gens ne savent pas qui fait quoi. Et donc, il faut commencer par une lisibilité et peut-être partir du terrain et non pas de Paris. Moi, je suis plutôt un militant de la subsidiarité ascendante que la décentralisation qui ne décide qu'à Paris. Et cette question de subsidiarité, qui est un thème important pour les chrétiens, nous renvoie aussi à la responsabilité personnelle. Et donc, ce que dit Lévinas aussi, quel est mon rapport à l'autre? Et cette question est une question qui doit nous habiter quand on est en action publique. C'est presque un maire philosophe. Hein. Merci beaucoup pour ces débuts d'action, de solutions sur ces questions, en tout cas sur la démocratie. Là, je pense qu'il y a un vrai exemple local. Il y a quelque chose que je retiens, et il nous reste quelques minutes, et je vous propose, Rémi Braque, d'essayer de faire la synthèse. Quand Jo Spiegel parle de faire rêver, de projet et de transcendance, est-ce que finalement, c'est pas ce mot-là qui manque? Il est absolument... Que ce soit pour un peuple, une nation ou les communautés dont on a parlé. Il est absolument nécessaire, ce mot,
Et puis la chose l'est encore plus si l'on veut être sérieux quand on parle de fraternité. Parce que, bon, liberté, égalité, la fraternité, on l'a ajouté officiellement, je crois, seulement en 1948. C'était pas dans la devise officielle de la toute première République. Et c'est un mot qui est d'origine chrétienne. Dire si nous sommes frères, c'est quand même parce que nous avons le même père. Alors, une société sans père, pour reprendre l'expression d'un sociologue allemand, un petit peu oublié maintenant d'ailleurs, ne peut pas être une société fraternelle. Une nation, je le rappelle, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, ça signifie initialement la portée d'un animal. Par exemple, les 2 jumeaux de la Louve romaine, voilà la nation archétypale, enfin la première de toutes les nations. S'il y a effectivement ce sentiment d'une origine commune, d'une parenté commune, d'un devoir de fraternité, eh bien, nous ne pouvons l'ancrer, si je puis dire, que dans le ciel. Nous avons besoin, si je puis dire, nous avons même un besoin urgent de transcendance, ne serait-ce que pour éviter de nous tromper de transcendance et de faire de réalités qui sont des biens, comme par exemple la nation, vous en avez très bien parlé, vous avez très bien parlé de l'ambivalence de cette notion, pour que la nation ne devienne pas une idole, pour qu'elle ne dégénère pas en nationalisme, pour qu'elle ne soit pas un de ces dieux qui, comme le disait Anatole France en 1912, c'est le titre d'un roman, « Les dieux ont soif », et on a vu 2 ans après à quel point effectivement, ils avaient une infernale pépie, et pas d'eau, mais de sang. Eh bien, comment dire, le souci du bien, je ne dirais même pas du bien commun, mais du bien tout court, du bien qui fonde la communauté, pas de la résultante des intérêts particuliers, la prise en vue, la prise en compte, la prise à cœur de ce bien auquel je n'hésite pas à donner une majuscule, c'est ce qui nous empêche justement de prendre nos petits biens à nous et d'en faire de ces idoles qui sont assoiffées de sang. Merci beaucoup, Rémi Brague. Ne pas se tromper d'idole. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je remercie Philippe de Saint-Germain, qu'on retrouve aussi pour la revue Liberté Politique, Joe Spiegel, qu'on retrouve aussi pour Esprit Civique. Et puis, est-ce que vous voulez rajouter ou le pacte civique, c'est très local? Le pacte civique, ça a été construit par des associations de second degré, notamment Démocratie, Spiritualité, Vie Nouvelle et autres, et ils professent que notre société ne peut changer que si on travaille pour une société créatrice de sens, sobre, juste, fraternelle. Et ce qui est intéressant dans le pacte civique, c'est un discours courageux. Nous disons que si nous voulons transformer le monde en profondeur, c'est pas seulement depuis les politiques et de leurs bulles, mais c'est les politiques, c'est les organisations et c'est les personnes. Merci beaucoup, Laurent Bouvet, qu'on retrouve à la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Mardi des Bernardins. Bonne soirée.